Au plus grande erreur n'est pas de mal penser, c'est de mal parler, sans se rendre compte qu'on parle sous forme de commande. Tu crois seulement décrire ta journée, mais ton subconscient ne reçoit pas des descriptions. Il reçoit des instructions. Il ne débat pas avec toi, n'argumente pas, ne demande pas « tu es sûr ?» Il enregistre le schéma et exécute. Et la phrase qui ouvre le plus de portes à cette exécution est la plus commune, la plus innocente, la plus répétée. Je suis. Tout ce que tu mets après ces deux mots devient une loi privée à l'intérieur de ton système. Comme si tu avais signé un décret et l'avais tamponné avec ta propre identité. Si tu dis « je suis fatigué », tu ne relates pas une sensation. Tu autorises un état. Si tu dis « je suis malchanceux », tu ne te plains pas. Tu définis le scénario. Et le monde, qui paraît si solide, si indépendant, si réel, commence à se comporter comme ce qu'il a toujours été. Un écran qui ne montre que le film que tu as mis dans le projecteur. La lumière ne discute pas avec le film. Elle projette avec une fidélité mathématique. Et c'est pour ça que la vie de tant de gens ressemble à une répétition. Parce que l'identité choisie hier se reproduit aujourd'hui et demain et après, avec la même précision impersonnelle qu'une loi. Mais voici la tension qui sépare les curieux des opérateurs. Si l'écran montre la ruine, tu ressens une urgence animale de te battre avec l'écran. Tu essaies de pousser l'image par la force, d'ajuster l'écran par l'effort, de te motiver, de avoir de la discipline, de tenir bon. Et pendant quelques minutes, ça semble aller mieux, parce que ta volonté sait prendre la pause. Mais il suffit que tu te relâches, et l'ancienne image revient, comme si elle attendait que tu cesses de tenir le masque. Ce n'est ni de la malchance, ni une faiblesse morale. C'est de la mécanique. La volonté tente de modifier les faits. L'identité modifie la cause, et la cause gagne toujours, parce que la cause est l'endroit où la lumière rencontre le moule. Quand tu comprends ça, tu arrêtes de gaspiller ton énergie dans une guerre contre le reflet, et tu commences à opérer là où ça compte vraiment, dans le film, dans le moule, dans le « je suis » que tu utilises comme signature invisible. La plupart ne voient jamais le piège, parce qu'il vient déguisé en réalisme. Tu appelles un ami et tu dis « tu ne vas pas croire ce qui m'est arrivé » et tu penses ne faire que raconter un fait. Mais ce type de phrase est un rituel de réentrée dans l'avatar de la victime. C'est comme si tu ouvrais la porte du laboratoire, enlevais ta blouse et retournais t'agenouiller devant l'écran. Le problème n'est pas de narrer des événements. Le problème est de narrer la vie comme si la vie avait de l'autorité sur toi. Chaque fois que tu te présentes au monde comme quelqu'un dominé par les circonstances, tu renforces le schéma qui ordonne aux circonstances de te dominer. Et le subconscient, qui ne comprend que le langage de l'identité, reçoit ça comme un ordre continu. Donne-moi plus de preuves pour soutenir cette histoire. Alors, il en fournit. Pas par méchanceté, pas par punition, mais par obéissance. La loi est servante du schéma que tu autorises. Maintenant, c'est ici que le laboratoire devient sérieux. Parce qu'il ne suffit pas de remplacer des phrases par d'autres et de croire que c'est de la pensée positive. Si tu répètes de belles paroles avec le cœur attaché à la même peur, tu ne feras que peindre le mur sans changer le fil de la prise. Ce qui change l'exécution, c'est ce que tu acceptes comme vrai à propos de toi. Pas ce que tu aimerais dire pour avoir l'air bien. Je suis n'accepte pas le théâtre très longtemps. Il exige une cohérence interne, et c'est pour ça que tant de gens échouent. Ils affirment la souveraineté le matin et confessent la misère l'après-midi, méditent la richesse et se plaignent des factures au déjeuner, déclarent la santé et passent la fin de journée à collectionner des symptômes en conversation. C'est l'identité double, le système divisé, la plante qui tente de pousser dans le même pot où tu entretiens les mauvaises herbes. Et une conscience divisée ne manifeste pas avec clarté. Elle produit des résultats contradictoires parce qu'elle envoie des plans contradictoires à la même loi impersonnelle. Alors le premier mouvement, avant toute technique, c'est l'audit. Tu dois t'écouter comme si tu écoutais un opérateur commander une machine.
Tu dois prendre l'habitude du langage comme une donnée, pas comme une personnalité. Parce que le langage qui sort de toi n'est pas seulement de la communication, c'est de la programmation. Et la programmation la plus puissante n'est pas dans les longues phrases dramatiques, elle est dans les petites permissions quotidiennes. La façon dont tu nommes les choses, la façon dont tu étiquettes ton argent, ton corps, ton temps, ton futur. Il y a un détail qui paraît bête, mais qui est chirurgical. Quand tu mets de l'argent de côté en l'appelant « fonds d'urgence », tu crois être prudent, mais tu entraînes ton subconscient à attendre une urgence. Le subconscient n'entend pas « mettre de côté », il enregistre « urgence ». Et une fois que ta pensée profonde reçoit une attente, elle commence à monter le décor pour justifier cette attente. Si tu épargnes sous le nom de fonds d'opportunité, la mathématique change, parce que l'image change. Même somme, destination psychologique opposée. Ce n'est pas de la superstition, c'est de l'association. Les mots sont des pinceaux, et le « je suis » est l'encre la plus pénétrante. Quand tu commences à voir ça, tu comprends pourquoi la manifestation sans caractère devient de l'auto-illusion. Parce que l'ego veut sauter la partie difficile. Il veut la récompense sans la rééducation. Il veut utiliser le « je suis » comme un sort, mais le « je suis » n'est pas de la magie, c'est de l'ingénierie identitaire. Il ne fonctionne pas comme un chantage cosmique, il fonctionne comme un alignement intérieur. Et l'alignement intérieur a un coût. Discipline, vigilance, humilité devant la loi et courage d'abandonner l'ancienne histoire. Tu ne recevras pas un nouveau film tant que tu embrasses l'ancienne pellicule en appelant ça « ma personnalité ». La lumière ne te déteste pas. Elle projette seulement ce que tu mets. Et si tu as mis un film de l'imitation pendant des années, tu n'effaces pas cette bobine avec un discours de 5 minutes. Tu remplaces par répétition consciente, par impression profonde, par une cohérence qui traverse toute la journée. C'est pour ça que le laboratoire ne promet pas un miracle facile. Il promet que la loi est fidèle quand tu es fidèle à la commande. Le deuxième mouvement est plus intime. Et ici, tu vas sentir de la résistance, parce que la résistance est le gardien de l'ancien moi. Tu dois suivre l'émotion jusqu'à la croyance, comme on suit la fumée jusqu'au feu. La solitude n'est pas l'ennemi, c'est l'alarme. L'anxiété n'est pas le châtiment, c'est le signal. Ce qui compte, c'est ce que ces émotions essaient de te dire sur ton « je suis » secret, celui que tu ne dis pas à voix haute, mais que tu vis comme si c'était vrai. Je suis jetable. Je suis un fardeau. Je suis faible. Je suis en retard. Tu n'as pas besoin d'avoir choisi ça consciemment. Tu peux l'avoir hérité, absorbé, appris, et pourtant tu l'exécutes. Et la loi ne demande pas si c'est juste. Elle demande si c'est accepté. C'est pourquoi le laboratoire exige une précision brutale. Tu ne changes pas ce que tu ne nommes pas. Tu ne neutralises pas ce que tu gardes vague. Alors, tu affrontes la croyance comme un technicien affronte un défaut, sans drame, mais avec fermeté. Tu regardes et tu demandes, est-ce un fait ou une habitude? Est-ce la vérité ou une répétition? Est-ce que ça sert ou est-ce que ça détruit? Et, au moment où tu vois que beaucoup de choses n'étaient qu'un virus mental accepté par fatigue, tu gagnes le droit du pas suivant. Neutraliser la cause, pas avec lutte, mais avec reconnaissance et déclaration consciente que cela n'a plus d'autorisation. Mais neutraliser n'est pas faire comme si ça n'existait pas. Neutraliser, c'est couper l'énergie, c'est arrêter d'alimenter, c'est interrompre le récit. C'est le moment où, en pleine journée, tu attrapes la phrase qui allait sortir en automatique et tu en choisis une autre. Tu allais dire « je suis nul là-dedans » et tu t'arrêtes. Tu perçois que cette phrase n'est pas de l'humilité, c'est du sabotage. Tu choisis une déclaration qui n'est pas du délire, mais une direction. J'apprends, je m'entraîne, je m'améliore. Parce qu'il y a une différence énorme entre nier la réalité et nier la sentence. Le laboratoire ne te demande pas de nier les faits, il te demande de nier les décrets qui te condamnent. Et ça, c'est de la maturité spirituelle, pas de l'évasion. Tu peux reconnaître « mon compte est bas » sans conclure « je suis pauvre ».
Tu peux reconnaître « mon corps demande du soin » sans conclure « je suis malade ». Tu peux chercher une aide professionnelle quand c'est nécessaire et, en même temps, protéger ton identité pour qu'elle ne devienne pas une étiquette, parce que l'étiquette devient prison, et la prison devient destin. Et ici arrive la technique qui paraît trop simple pour être vraie, mais justement, pour ça, elle révèle qui est prêt. Tu fais un jeûne de « je suis » négatif. Un jour, 24 heures, pas comme un jeu, mais comme une expérience. Tu ne termines pas tes phrases par du poison. Chaque fois que tu te surprends sur le point de dire « je suis stressé »,« je suis un désastre »,« je suis malchanceux », tu interromps et tu corriges. Pas pour devenir parfait, mais pour entraîner le système à obéir à l'opérateur conscient et non au pilote automatique. Cette expérience est un choc parce que tu découvres combien de fois par jour tu te condamnes sans t'en rendre compte. Tu vas te surprendre des dizaines de fois. Et chaque fois, tu ressentiras la même chose. Un petit inconfort, comme si tu trahissais l'ancienne version de toi. Cet inconfort, c'est l'ancien film qui tente de se préserver. Et c'est là que naît la souveraineté. Parce que la souveraineté n'est pas de se sentir bien tout le temps. La souveraineté, c'est de continuer à choisir la commande même quand l'ancienne identité supplie de revenir. Après ça, le laboratoire exige que tu comprennes le délai pour ne pas tomber dans le péché le plus commun. Abandonné parce que l'écran montre encore des scènes anciennes. Quand tu changes le film, la lumière a déjà commencé à projeter autre chose, mais l'écran peut prendre du temps à réorganiser le décor. Pas parce que la loi a échoué, mais parce que le monde des effets a son rythme, et dans l'intervalle, l'ancienne réalité fait du bruit. Elle essaie de te ramener avec des preuves. C'est là que la plupart craquent. Ils regardent la contradiction et l'interprètent comme une défaite, alors que la contradiction est souvent la dernière récolte de l'ancien schéma. C'est l'écho final d'un ordre ancien. Le maître ne s'hypnotise pas avec un écho. Il reste aux commandes et laisse la réorganisation se faire. Il cesse d'exiger une preuve pour continuer à croire, parce qu'il a compris que la loi répond à l'autorité intérieure, pas à la validation extérieure. Et ça change tout. Tu cesses de mendier des signes et tu commences à agir comme la source. Tu te donnes la permission, tu t'autorises, tu te couronnes. Et cette auto-couronne n'est pas de l'arrogance, c'est l'alignement avec l'endroit réel où naît la cause. Maintenant, si tu veux voir comment ça devient concret sans virer à la fantaisie, observe l'argent. Parce que l'argent est un professeur implacable de croyances. L'argent révèle ce que tu attends. Et l'attente, pour le subconscient, est un scénario. Quand tu dépenses avec ressentiment, tu imprimes la perte. Quand tu paies une facture avec haine, tu imprimes la punition. Quand tu achètes le nécessaire avec peur, tu imprimes le danger. Et le subconscient enregistre et répond avec des situations qui correspondent à ce climat intérieur. Mais quand tu comprends la circulation, tu changes tout le geste. Tu ne deviens pas irresponsable, tu deviens conscient. Tu ne confonds pas prudence et panique. Tu mets de côté oui, mais avec la bonne image. Tu planifies oui, mais sans idolâtrer la catastrophe. Tu gardes ton fil intérieur propre, comme un circuit qui permet le flux, parce qu'un circuit cassé ne reçoit pas de courant. Et recevoir sans savoir permettre la sortie casse aussi le circuit, parce que la loi exige du mouvement. Entrée et sortie. C'est pour ça que le laboratoire parle de distribution, de canal, de rivière et pas de coffre. Un coffre est sûr, mais il est mort. Une rivière est vivante. Et la vie, par définition, circule. Mais je dois serrer le point délicat parce que c'est là que vit l'auto-illusion spirituelle la plus dangereuse. Croire que circulation signifie se mettre en danger, s'endetter, se sacrifier pour prouver sa foi ou prendre des décisions impulsives juste pour sentir l'adrénaline. Ça, ce n'est pas la loi, c'est la fuite. Le laboratoire ne te donne pas une licence pour délirer, il te donne une responsabilité de cohérence. Tu peux pratiquer la circulation avec dignité et prudence. Tu peux être généreux dans ce qui est possible, sans devenir martyr. Tu peux investir en toi dans un plan, sans jouer à la roulette. Ce qui change, ce n'est pas seulement l'acte, c'est l'état.
Le même achat fait avec panique devient un ordre de rareté. Fait avec gratitude et conscience devient un ordre de mouvement. La même économie faite avec terreur devient un aimant à urgence. Faite avec vision devient un aimant à opportunité. Et ça vaut pour tout, corps, relations, travail. Tu peux consulter un médecin quand tu en as besoin et en même temps refuser de transformer un diagnostic en identité. Tu peux terminer une relation qui est finie sans en faire une sentence d'abandon. Tu peux être dans un travail difficile sans tamponner « je suis prisonnier ». La pratique est toujours la même. Protéger le « je suis » comme si tu protégeais le panneau de commande de ton destin. Et ici, à la fin de ce premier bloc, je te laisse un test qui n'est pas confortable mais révélateur. Aujourd'hui, encore aujourd'hui, à un moment de ta journée, tu regarderas une évidence qui contredit ce que tu veux. Ça peut être un message, une facture, un miroir, un silence, un délai. Et tu sentiras l'impulsion de narrer ça comme une preuve que ça a toujours été comme ça. Cette impulsion, c'est l'ancien film qui se défend. Quand elle vient, tu auras deux options. Raconter l'histoire de la victime ou émettre la commande de l'opérateur. Si tu choisis la commande, même en tremblant à l'intérieur, tu sentiras un nouveau type de puissance. Pas le pouvoir de contrôler le monde, mais le pouvoir de ne pas être contrôlé par lui. Et dans le prochain bloc, nous entrerons dans le point qui sépare la phrase du décret, comment utiliser l'imagination avec précision, sans fantaisie, pour installer un nouveau film au moment où le subconscient est le plus réceptif. Et pourquoi la plupart gaspillent exactement la porte, juste chaque jour, sans s'en rendre compte. Quand tu entres vraiment dans le laboratoire, tu découvres que l'imagination n'est ni un passe-temps, ni une illusion. C'est la langue d'installation du subconscient. Ta pensée profonde n'apprend pas par la logique que tu utilises pour débattre dans le monde. Elle apprend par images, sensations, répétitions et atmosphère. Et ça explique pourquoi tant de gens comprennent les lois, savent parler joliment de conscience, citent des noms, collectionnent des phrases, mais restent prisonniers du même schéma. Ils essaient de convaincre le subconscient par un discours alors que le subconscient ne cède qu'à l'empreinte. Tu ne changes pas l'usine en discutant avec l'ouvrier, tu changes l'usine en changeant le moule de production. Le moule, c'est l'identité. Et l'identité, c'est ce que tu acceptes de sentir comme « moi ». Pas ce que tu souhaites sentir, mais ce que tu laisses habiter comme naturel à l'intérieur de toi. Quand ça devient clair, tu vois la cruauté du pilote automatique. Il te fait trouver naturel ce qui te détruit et te fait sentir comme mensonge ce qui te libérerait. Et c'est précisément pour ça que le processus ressemble à une guerre intérieure au début. Pas parce que tu fais mal, mais parce que tu touches la racine. Le premier danger ici est d'utiliser l'imagination comme fuite. Imaginer pour échapper au présent, pour anesthésier, pour nier les responsabilités. Ça devient de la fantaisie et ça revient sous forme de frustration. Le laboratoire ne fait pas ça. Il utilise l'imagination comme outil de cause, et la cause ne demande pas la permission à l'écran. La cause définit le film et soutient jusqu'à ce que l'écran obéisse. Ce soutien, c'est le « après », l'état après la commande, quand tu dois continuer à être ce que tu as décidé d'être, même sans applaudissement de la réalité. Pas avec une rigidité nerveuse, mais avec une certitude calme. La certitude n'est pas l'euphorie, la certitude est un silence intérieur. C'est regarder le délai et ne pas négocier avec lui. C'est voir l'ancien schéma crier et comprendre ce n'est que l'écho final. Et dans cet état, tu commences à remarquer que la vie teste ton unité, parce qu'une conscience divisée cherche toujours des témoins pour l'ancienne histoire. Elle cherche des gens pour écouter la plainte. Elle cherche des conversations pour renforcer la peur. Elle cherche des infos pour justifier la panique. Et le laboratoire demande l'inverse. Sois si intime avec ta commande que tu n'aies besoin de rien prouver à personne. Parce que quand tu parles, tu imprimes. Et quand tu imprimes dehors, tu renforces dedans. Le silence de l'opérateur n'est pas de la passivité, c'est la protection du moule. Maintenant, la pratique devient brutalement concrète. Tu choisis un domaine où tu es le plus automatique.
Ça peut être l'argent, le corps, l'amour, le temps. Et tu identifies la phrase mère que tu répètes comme un destin. La phrase mère n'est pas toujours dite. Parfois, elle est seulement ressentie. Je suis en retard. Je suis difficile à aimer. Je suis limité. Je suis un problème. Cette phrase, même cachée, colore tout. Et c'est pour ça que changer un seul comportement ne résout pas. Tu changes le comportement quelques jours, mais la phrase mère te ramène. Elle est la pellicule. Elle est le film. Alors le laboratoire te demande de faire l'opposé de ce que l'ego veut. Au lieu d'attaquer 1000 habitudes, tu attaques la phrase mère. Tu mets de la lumière dessus, tu vois le coup. Tu comprends que chaque fois que tu répètes la phrase, tu achètes le même futur. Et alors tu commences à installer une phrase nouvelle qui n'est pas une exagération vide, mais une autorité en construction. Je suis quelqu'un qui apprend. Je suis quelqu'un de discipliné. Je suis quelqu'un qui prend soin de soi. Je suis quelqu'un qui s'autorise. Et tu répètes ça non comme une prière désespérée, mais comme un entraînement identitaire, comme on remplace un logiciel ancien. La répétition ici n'est pas du chantage, c'est de la gravure. Et il y a une pièce que la plupart ignorent parce qu'elle paraît petite. Le bon moment pour imprimer. Le subconscient a des fenêtres. Il existe un entre au cours de la journée où tu es plus suggestible, plus plastique, plus ouvert. Beaucoup gaspillent ça avec le défilement infini, le drame émotionnel, les conversations toxiques, la douce auto-sabotage. Le laboratoire ne s'attarde pas sur du mystique, il est précis. Avant de dormir et au réveil, quand les défenses du rationnel sont plus basses, tu as une porte. Et ce que tu fais avec cette porte décide ta journée et peu à peu ta vie. Si tu y entres avec « je suis fatigué », tu installes la fatigue comme normalité. Si tu y entres avec « je suis cause », tu installes la souveraineté comme atmosphère. Et quand la journée essaie de te tirer, tu reviens à l'atmosphère installée, comme quelqu'un qui revient au centre du laboratoire et recalibre ses instruments. Ce n'est pas de ne jamais tomber. C'est de tomber et de corriger vite pour ne pas laisser la mauvaise herbe créer des racines. Mais je dois poser le frein éthique qui protège ce canal des promesses faciles. Quand le thème touche à la santé et à la prospérité, l'esprit immature veut l'absolu. Si je pense juste, je ne tomberai plus malade. Si je décrète, l'argent tombe du ciel. Si j'affirme, la réalité obéit instantanément. C'est infantile et dangereux. Le laboratoire enseigne le pouvoir avec responsabilité. Tu utilises les lois mentales pour renforcer tes choix, clarifier ta perception, soutenir ta discipline, augmenter ta cohérence, améliorer ta réponse émotionnelle et ouvrir des possibilités réelles que tu sabotais avant. Tu continues à faire ce qui doit être fait dans le monde. Étudier, travailler, demander de l'aide, consulter des professionnels quand c'est nécessaire, prendre soin du corps, construire des relations avec maturité. La différence, c'est que tu cesses de faire tout ça avec une identité de condamné et tu commences à faire avec une identité d'opérateur. Et l'identité d'opérateur change le résultat parce qu'elle change le comportement, la posture, le courage, la persistance et le type d'opportunité que tu vois et acceptes. La loi ne fait pas de toi quelqu'un dispensé de processus. Elle fait de toi quelqu'un qui cesse de se trahir pendant le processus. Et voici le retournement du deuxième bloc. Si « je suis » est la sentence la plus puissante, alors ta vie entière est un tribunal où tu es juge, accusé et législateur sans t'en rendre compte. Tu te condamnes avec des phrases rapides et tu appelles ça de la sincérité. Tu t'absous de responsabilité en appelant tout malchance. Tu demandes au monde de changer, mais tu gardes la même signature intérieure. Le laboratoire va inverser ça. Dans le prochain bloc, je te donnerai le mécanisme d'autorisation qui coupe à la racine l'attente d'une permission et pourquoi attendre le signe est une façon élégante de rester victime, même quand tu jures chercher la spiritualité. La plupart des gens n'échouaient pas par manque de désir, ils échouent par manque d'autorisation. Et l'autorisation est invisible. Elle vit dans le corps, dans la posture, dans la façon dont tu décides.
Tu peux vouloir la prospérité et pourtant t'interdire de prospérer parce que tu ne te donnes pas la permission d'être quelqu'un qui reçoit. Tu peux vouloir l'amour et pourtant t'interdire d'aimer parce que tu ne te donnes pas la permission d'être quelqu'un de sûr. Et alors tu crées une vie entière d'attente, attente d'un signe, attente d'une coïncidence, attente d'une approbation, attente d'un moment parfait. Sauf qu'attendre la permission, c'est déclarer que la cause est dehors. C'est dire à ton subconscient « je n'ai pas d'autorité ». Et la loi qui répond à l'autorité intérieure répond de la seule façon possible, en te renvoyant une vie où tu as besoin de quelqu'un, de quelque chose, d'une circonstance pour bouger. C'est le cercle de la victime, mais habillé de prudence. Le laboratoire appelle ça par le bon nom, une lâcheté déguisée. Pas comme une insulte, mais comme un diagnostic technique. Parce que tant que tu ne t'autorises pas, tu n'installes pas le film. Tu observes seulement l'écran et tu commentes. S'autoriser n'est pas se croire. S'autoriser, c'est assumer la responsabilité de qui tu es pendant que tu attends les résultats. C'est arrêter de traiter la loi comme un maître et commencer à la traiter comme une servante. Ce n'est pas du manque de respect, c'est une position. Tu ne demandes pas à la gravité de fonctionner. Tu ne supplies pas le reflet de changer. Tu changes le visage, tu changes la cause et tu laisses la loi faire son travail. Ce changement est un geste intérieur. Je me donne la permission. Permission d'être discipliné. Permission d'être cohérent. Permission de recevoir. Permission d'être vu, permission d'être bien payé, permission d'être en bonne santé au sens de prendre soin et de chercher ce qu'il faut. Et la façon de pratiquer ça, c'est la déclaration. Et pas une déclaration hystérique, mais une déclaration de possession, comme on signe un document. Je m'autorise, et tu répètes jusqu'à ce que le corps cesse de trouver ça étrange, parce que le corps trouve étrange quand tu sors de l'ancien personnage. Et il y a un autre point de sabotage. L'esprit veut contrôler le comment. Il dit « Ok, je m'autorise, mais d'où ça va venir? Comment ça va arriver? Quand ?» Cette curiosité, quand elle devient obsession, devient contrôle. Et le contrôle est l'opposé de la confiance. Tu définis le quoi et tu soutiens l'état. Le comment est le travail de la loi à travers des chemins que tu ne vois pas. Quand tu insistes pour contrôler le comment, tu rétrécis l'intelligence qui pourrait te surprendre. Tu limites la livraison à ta propre imagination limitée et ça crée de la frustration parce que la loi commence même à bouger. Mais tu rejettes tout ce qui ne ressemble pas exactement au plan de l'ego. Et l'ego a des plans petits parce qu'il n'utilise que le passé comme référence. Le laboratoire te demande un courage rare, définir clairement et lâcher le comment. Parce que le comment est toujours plus grand que toi. Et ce n'est pas de la passivité, c'est coopérer avec la mécanique. Maintenant vient une application bien plus sérieuse qu'elle n'en a l'air. Tu arrêtes de raconter des histoires qui renforcent la prison. Ça inclut les histoires drôles que tu répètes sur toi-même. Je suis étourdi, je suis maladroit, je suis nul avec l'argent, je suis anxieux. Tu appelles ça de l'humour, mais c'est un rituel. C'est un serment déguisé. Et le subconscient ne comprend pas la blague, il comprend la répétition. Alors tu commences à nettoyer ton vocabulaire comme on nettoie la paillasse du laboratoire avant d'opérer. Pas par moralisme, mais par précision. Tu échanges des étiquettes contre des processus. Tu échanges une sentence contre une direction. Tu échanges une identité figée contre une identité en construction. Et chaque fois que tu fais ça, tu changes le film. Parce que le film, c'est le récit. Et le récit, c'est ce que tu acceptes comme qui je suis. Et quand tu soutiens cet état, la vie tentera de te provoquer par des contradictions. C'est là qu'entre le test suprême. Que fais-tu quand l'écran montre le contraire de ta commande? L'ancien schéma va réclamer une réaction. Il va réclamer du drame. Il va réclamer que tu appelles quelqu'un pour raconter « tu ne vas pas croire ». Il va réclamer que tu consultes 10 avis, cherche une confirmation que c'est impossible. Et tu auras envie de céder, parce que céder donne un soulagement immédiat.
Sauf que ce soulagement, c'est le paiement de la prison. Le laboratoire t'enseigne un autre geste. Regarder la contradiction et ne pas lui donner le pouvoir de te définir. Tu l'observes comme donné et tu reviens à la commande. Tu ne niais pas ce que tu vois. Tu nies que ce soit l'autorité finale. Tu transformes la contradiction en entraînement de souveraineté. Parce que la souveraineté se prouve dans l'opposition, pas dans le confort. Et pour fermer ce troisième bloc avec quelque chose que tu peux vraiment mesurer, tu choisis un seul point d'impression, quotidien, un moment qui arrive toujours, comme payer quelque chose, manger, répondre à un message, te regarder dans le miroir. Et tu utilises ce moment comme déclencheur d'installation du nouveau film. Si c'est avec l'argent, tu cesses de payer avec ressentiment et tu commences à payer avec gratitude et dignité, sans théâtre excessif, mais avec conscience de circulation. Tu n'appelles pas ça une perte, tu appelles ça un mouvement. Tu n'appelles pas ça une urgence, tu appelles ça une opportunité. Tu entraînes le système à associer la sortie au retour, comme le corps associe l'expiration à l'inévitable inspiration. Et ce qui change, ce n'est pas seulement le climat intérieur, c'est le type de choix que tu fais ensuite, la façon dont tu négocies, la façon dont tu travailles, la façon dont tu vois les portes. Et c'est ainsi que la loi se manifeste, non comme une magie qui ignore le monde, mais comme une réingénierie de toi dans le monde. Et maintenant, je garde la dernière pièce pour le prochain bloc, parce que sans elle, tu risques de tomber dans le piège le plus sophistiqué. Croire que changer « je suis », c'est seulement répéter des phrases et attendre. Non. Il existe un protocole de protection contre l'auto-illusion, une façon de séparer la foi du délire et une méthode pour savoir si tu installes vraiment une identité ou si tu t'hypnotises par des mots. Dans le prochain bloc, nous entrerons dans cette partie avec une froideur de laboratoire, parce que la loi répond avec fidélité. Et la fidélité sans conscience peut devenir une punition pour celui qui joue avec des commandes sans comprendre ce qu'il fait. Le plus grand ennemi de l'opérateur n'est pas la difficulté extérieure, c'est l'auto-illusion intérieure. Parce que l'auto-illusion porte des habits de spiritualité, prononce de beaux mots, et pourtant garde le même film caché. Elle te fait dire « je suis puissant », pendant que tu agis comme quelqu'un qui s'excuse d'exister. Elle te fait dire « je suis abondant », pendant que tu restes dans l'habitude de condamner la richesse, d'envier, de critiquer, puis de te demander pourquoi le flux ne vient pas. Le laboratoire est impitoyable avec ça, non par cruauté, mais par hygiène technique. La loi est neutre. Elle ne récompense pas les bonnes intentions. Elle répond au schéma dominant. Et le schéma dominant n'est pas ce que tu dis dans un moment solennel. C'est ce que tu répètes au quotidien, surtout sous pression. Si tu veux savoir qui tu es, observe ce que tu dis quand quelque chose tourne mal. Observe ce que tu dis quand quelqu'un te contrarie. Observe ce que tu dis quand tu es fatigué. Ton identité réelle apparaît à ces endroits. C'est là que le film se révèle. Donc, la protection numéro 1 est scientifique. Tu cesses de te mesurer à une émotion passagère et tu commences à te mesurer à la cohérence. Un bon jour ne prouve rien. Une semaine cohérente prouve beaucoup. Tu ne cherches pas l'extase. Tu cherches la stabilité de la commande. Tu veux atteindre un point où le nouveau « je suis » ne ressemble pas à une phrase, mais à un lieu intérieur où tu habites. Et ça ne vient que par répétition, vigilance et correction immédiate. Le laboratoire appelle ça « arracher la mauvaise herbe dès qu'elle naît », parce que si tu la laisses grandir, elle devient « ma personnalité ». Et tu finis par défendre le défaut comme s'il était une identité. L'opérateur ne défend pas la mauvaise herbe, il l'arrache, calmement, fermement, sans drame. La protection numéro 2 est éthique. Tu n'utilises pas la loi pour gonfler l'ego, parce qu'un ego gonflé est instable. Un ego gonflé a besoin de preuves. Un ego gonflé a besoin d'un public. Et quand la preuve ne vient pas vite, il s'effondre et devient cynisme. L'opérateur travaille sans public. Il travaille comme quelqu'un qui calibre des instruments.
Il comprend que la loi n'est pas un jouet pour se sentir spécial. C'est une structure pour devenir responsable. Et la responsabilité exige que tu continues à faire ce qui est juste dans le monde. Si tu as des factures, tu organises. Si tu as des études, tu étudies. Si tu as une santé à prendre en charge, tu prends en charge. Si tu as besoin de soutien, tu cherches du soutien. Et pendant que tu fais ça, tu protèges la signature du « je suis » pour ne pas transformer le processus en sentence. Tu n'appelles pas la discipline « souffrance ». Tu n'appelles pas la correction « punition ». Tu appelles ça « entraînement ». Et l'entraînement est exactement ce qui change le destin. Pas le désir, pas le rêve, mais l'entraînement de l'identité. La protection numéro 3 est contre un poison social, le besoin de tout raconter, le besoin de se justifier, le besoin de narrer sa vie en temps réel pour que quelqu'un valide. Ça paraît humain, et ça l'est, mais c'est aussi un mécanisme par lequel l'ancienne identité reste vivante. Parce que quand tu racontes, tu revis. Quand tu revis, tu renforces. Et quand tu renforces, tu reprogrammes ce que tu dis vouloir effacer. Le laboratoire ne te demande pas de devenir froid. Il te demande d'être stratégique. Toute vérité n'a pas besoin de devenir une histoire. Toute douleur n'a pas besoin de devenir un scénario. Tu peux traiter, oui, mais d'une façon qui ne tamponne pas le destin. Tu peux dire « je traverse un ajustement » au lieu de « ma vie est un chaos ». Tu peux dire « je suis en construction » au lieu de « je suis un échec ». Tu ne mens pas, tu choisis l'identité qui gouvernera les prochains chapitres. Et ici, entre la dernière protection, se mesurer au miroir sans s'humilier. La vie reflète. Si elle reflète quelque chose d'indésirable, ce n'est pas une raison de culpabiliser, c'est une donnée. Tu ne t'accuses pas, tu ajustes. Tu regardes le reflet et tu penses comme un technicien quel film est en train de tourner. Tu ne te bats pas avec l'écran, tu ne hais pas l'écran, tu utilises l'écran comme instrument. Et quand tu fais ça, la vie cesse d'être quelque chose qui t'arrive et devient un panneau de feedback. La personne ordinaire vit offensée par le reflet. L'opérateur vit informé par le reflet. Et cette différence change tout, parce que l'information donne du pouvoir et l'offense ne donne que de l'usure. Maintenant, pour terminer ces 4 blocs comme un vrai commencement, je te laisse une image qui va te poursuivre exprès. Tu es la lumière, pas le film. Le film peut être changé, mais la lumière doit décider ce qu'elle va projeter. Et la décision ne se prend pas une fois. Elle se prend en micro-instants pendant la journée, quand tu choisis comment tu termines une phrase, quand tu choisis comment tu interprètes un délai, quand tu choisis si tu racontes une histoire de victime ou si tu maintiens une commande de cause. La loi n'est pas dehors comme un dieu capricieux, elle est ici, comme un mécanisme fidèle, attendant ta signature. Et dans le prochain envoi, nous descendrons encore plus profond, au point le plus technique de tous. Comment installer le nouveau film dans l'état liminaire de l'esprit? Pourquoi l'antre du sommeil est une porte de création que la plupart gaspillent? Et comment éviter l'erreur fatale de vouloir contrôler l'écran par la force pendant que l'ancienne pellicule tourne encore dans le projecteur?